des empereurs, des rois, des écrivains, des artistes. Ils sont nombreux depuis la Grèce antique à avoir été soit homosexuels, soit bisexuels. Ça a été très souvent étouffé, ou en tout cas ils n'ont pas pu le clamer haut et fort, tout simplement parce que il y avait la morale chrétienne qui contenait tout ça et qui interdisait donc les pratiques dites contre nature. Donc depuis le IVe siècle jusqu'au XIXe siècle, on a cette opposition qui va contraindre un petit peu au secret. Alors, si on présente quelques portraits, on peut partir de l'Antiquité. Donc à l'Antiquité, on a Socrate, donc Socrate qui était amoureux d'Alcibiade. Il fait état de cet amour dans le Banquet. Il fait état aussi des crises de jalousie d'Alcibiade à son encontre. Donc dans le monde grec, c'est tout à fait courant d'avoir des amours pour les hommes, pour les femmes, et c'est tout à fait accepté dans la société. On a aussi l'image d'Alexandre le Grand, donc ce grand conquérant, qui entretient une relation amoureuse avec Héphaïstion, donc Héphaïstion qui est son meilleur ami, depuis l'enfance. Et cette amitié qu'on retrouve fréquemment chez les Grecs, c'est une amitié qui est très proche, tout simplement. Donc là, on est sur une époque où c'est totalement accepté par la société. À partir du IVe siècle, on rentre dans une période où il faut être de plus en plus discret, puisque si on est jugé par l'Église, on risque jusqu'à la peine de mort. Donc Richard Cœur de Lion, grand héros de la croisade, dont les chroniqueurs font état d'une flagellation en 1191 pour rapport péché contre nature. On connaît un petit peu ses préférences sexuelles, notamment vis-à-vis de Philippe II de France. Donc ils auraient dormi ensemble à plusieurs reprises dans le même lit. Donc est-ce que ça a été consommé ou pas, on ne sait pas. Mais les chroniqueurs font aussi état au sujet de Richard Cœur de Lion de ses ardeurs libidineuses, donc avec les femmes. Donc il est aussi bien attiré par les hommes que par les femmes. On retrouve ces orientations sexuelles chez certains artistes de la Renaissance notamment, ce qui permet un petit peu d'expliquer peut-être leur coup de crayon ou leur performance vis-à-vis des sculptures. Donc je pense à Léonard de Vinci, qui a été donc accusé à 24 ans de sodomie active, et donc il a été relax, ça veut dire qu'il n'a pas été condamné pour ses faits vis-à-vis de l'Église, et ce qui l'a forcé à être après beaucoup plus discret sur sa vie privée. On a également grand artiste de la Renaissance, donc Michel-Ange, qui a fait donc le plafond de la chapelle Sixtine, et on lui prête aussi donc le David de Michel-Ange qui est exposé à Florence. Et donc après son décès, on a modifié un petit peu les poèmes qu'il avait écrits donc à son amoureux pour transformer les pronoms. Donc les pronoms qui étaient masculins, on les a transformés en pronoms féminins. Parmi les rois de France, on a également donc Louis XIII qui a épousé Anne d'Autriche, et qui, selon son médecin, ne l'aurait pas beaucoup honoré et préférerait plutôt ses favoris, donc qui ne seraient pas là non pour les affaires de l'État, mais bien pour les inclinations particulières du roi. Donc on a bien souvent une apparence d'un mariage, tout simplement pour donner un héritier aussi, mais les rois sont ouverts. Il faut juste que ça reste un petit peu dans la sphère privée et discrète. Alors il y en a beaucoup d'autres. Je vais terminer par Gustave Flaubert, qui donc avait certains écrits qui étaient relativement crus et dont l'éditeur donc a supprimé certains passages concernant donc son amour pour certains hommes et des actes sexuels. Donc là on est sur le 19e, on va dire que on a encore une mainmise de l'Église catholique sur l'État et sur l'ensemble de la société.